Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais aborder la question de la réalisation d'un mémoire universitaire. Nous allons voir comment passer de l'idée du mémoire à son écriture, en passant par la consultation de la littérature scientifique à la bibliothèque universitaire, en passant également par la constitution de la bibliographie avec un logiciel de bibliographie et en passant aussi par l'utilisation avantageuse d'un logiciel de traitement de texte. Donc nous allons explorer l'ensemble de ces éléments à l'aide d'une carte mentale qui va en fait nous servir de trame, et puis nous allons aussi utiliser différentes séquences vidéo qui vont être centrées justement sur les différents outils informatiques que je vais vous présenter. Donc on va basculer sur la carte mentale qui va nous servir de guide et on va commencer par quelques généralités concernant le mémoire en question. Alors le mémoire, il faut se rendre compte déjà d'une chose, c'est qu'une fois qu'il est finalisé, il a un aspect tout à fait linéaire. Mais en fait, la réalisation du mémoire lui-même n'est pas du tout linéaire. Au contraire, c'est quelque chose de dynamique. On n'arrête pas finalement de faire des allers-retours entre la théorie, les faits, donc la théorie, la pratique. Alors notons qu'un mémoire universitaire vise à transmettre un message qui va concerner donc un domaine spécifique. Ajoutons aussi qu'un mémoire représente quand même un travail assez conséquent et que c'est assez fondamental en fait de choisir un domaine qui nous intéresse. Il faut vraiment que le domaine nous intéresse suffisamment pour que notre curiosité soit sans cesse présente, qu'on soit motivé, qu'on ait envie de vraiment s'investir pendant toute la durée du travail. Le fait d'être intéressé par le sujet, en fait, c'est ce qui va faire qu'on va tout le temps en fait penser à ce travail qu'on est en train de réaliser, même quand on est engagé dans des tâches qu'on n'a pas forcément à voir avec justement ce travail. Justement, ça va laisser les choses décanter. C'est peut-être aussi ce qui va faire qu'on va avoir des idées à certains moments. En tout cas, c'est vraiment fondamental vraiment de choisir un domaine qui nous intéresse. Alors bien sûr, c'est nécessaire aussi quand on commence à se pencher en fait sur le travail donc de la réalisation d'un mémoire, c'est important de prendre le temps de laisser émerger le projet en question ce projet donc il doit nous habiter en fait à chaque instant, et il va aussi nous habiter parce que justement il nous intéresse, et c'est parce que on décante ce projet dans notre tête qu'on va progressivement affiner notre sujet. Donc globalement, il se passe la chose suivante, c'est qu'une fois qu'on a commencé à identifier un domaine d'intérêt, qui dépend de la sensibilité en fait de chacun, pour certaines personnes le domaine est évident, pour d'autres il l'est moins, mais en tout cas une fois qu'on a identifié le domaine d'intérêt, eh bien ce qui est fondamental c'est de lire. Lire va nous permettre de cerner un peu l'étendue des connaissances dans le domaine qui nous intéresse. Ça va aussi nous permettre de dégager un sujet qui va être relativement délimité, et au final on va pouvoir définir une problématique, c'est-à-dire faire émerger une question précise à laquelle justement le travail qu'on va fournir va se proposer d'apporter une réponse, ou au moins un début de réponse. Alors on peut se demander que lire précisément et où lire ou trouver ces ouvrages. Eh bien ce qu'on va lire, c'est la littérature scientifique qu'on va trouver en particulier à la bibliothèque universitaire, ce qu'on appelle la BU. Alors, notons concernant la bibliothèque universitaire que pour les étudiants qui ne sont pas inscrits à l'université, eh bien, il y a possibilité de s'inscrire dans une bibliothèque universitaire. C'est ce qui permettra ensuite de consulter à la fois les ressources imprimées de la bibliothèque et aussi les ressources numériques, et d'avoir accès à tout un ensemble de services qui sont proposés par la bibliothèque sur lesquels je vais revenir. J'en profite avant de préciser les choses concernant la BU, qu'il ne faut pas non plus oublier les bibliothèques municipales. Il y en a certaines qui ont des fonds qui sont très fournis. On peut aussi penser à Google Books, Google Livres, qui permet de consulter un grand nombre de livres qui vont être parfois présentés avec de nombreux extraits. Ça dépend des livres en question. Parfois, il n'y a pas du tout d'extraits, mais en tout cas, voilà, si on a de la chance, on peut tomber sur un livre qui nous intéresse et puis avoir le chapitre qui nous intéresse particulièrement qui va être disponible sur Google Books. Et puis, bien sûr, on peut aussi se procurer les ouvrages dans des librairies spécialisées.
Alors, juste pour revenir sur tous les services offerts par la bibliothèque universitaire, on peut donc revenir sur ce double ensemble de ressources, les ressources imprimées, les ressources numériques. Alors, je vais évoquer un premier catalogue, qui est le catalogue SUDOC, donc c'est le catalogue du système universitaire de documentation. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente. C'est un catalogue qui va permettre d'obtenir en fait des informations sur tous les documents qui sont présents dans les bibliothèques universitaires. Parfois même, on peut accéder au texte intégral du document. C'est le cas quand le document est numérique et qu'il est en libre accès. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de localiser, quand il s'agit d'une ressource imprimée, de localiser le document dans la bibliothèque universitaire. Alors, ce catalogue SUDOC, on peut l'observer ici. Donc voilà comment ça se présente. Il suffit ici de taper les éléments de la recherche. On peut faire une recherche aussi spécifique. Là, on va taper Oliver Sacks comme auteur, et donc on voit ici tout un tas de documents qui sont présentés. On a accès à la notice détaillée et on peut voir où se trouve le document. Alors, je vais revenir juste un instant sur la carte mentale. On peut noter que les bibliothèques universitaires vont aussi disposer de leur propre catalogue, et chose aussi très importante dans les BU, c'est qu'elles sont abonnées à un certain nombre de bases de données auxquelles donc on va pouvoir avoir accès. Parmi ces bases de données, je vais me restreindre à en citer seulement 3. On peut évoquer Kern, PsycInfo ou encore PubMed, qui sont assez intéressantes. Alors voilà comment ça se présente. Là, si je vais donc sur le site de mon université, eh bien, on voit ici qu'on peut donc faire une recherche. Je peux le faire directement ici dans le catalogue de la bibliothèque universitaire. On peut plus spécifiquement aussi chercher une revue en cliquant sur cet onglet. Et là, je vais cliquer en fait sur cet onglet, l'onglet qui va nous permettre d'avoir la liste des bases de données. Donc voici cette liste des bases de données, donc par ordre alphabétique. Alors on peut taper sur la lettre C et puis accéder donc à Kern qui va donc s'ouvrir. Et quand j'arrive sur Kern, eh bien là aussi je peux saisir donc un mot clé. Donc je vais taper ici Oliver Sacks. Voilà, il me le propose, donc je vais cliquer ici sur Oliver Sacks, et voilà, je vois qu'il y a tout un tas d'ouvrages d'Oliver Sacks ici qui sont présents. Alors je peux cliquer par exemple sur celui-ci, et ensuite je vais avoir accès au texte intégral donc du livre via cette plateforme. Alors, autre base de données que je voulais évoquer, je vais sur la lettre P. Il s'agit de PsycInfo. J'avais aussi évoqué PubMed. PubMed, et là, je vais aller plus spécifiquement sur PsycInfo. Et puis, pareil, on va faire la même recherche. Je vais taper le nom de... Alors, voilà, je vais accepter l'ensemble. On va taper ici Oliver Sacks à nouveau. Je vais le prendre comme auteur. On va faire une recherche. On va voir donc ce qu'on trouve. Ici, et voilà, on voit qu'on a ici tout un tas de documents qui sont présentés et auxquels on peut éventuellement peut-être accéder. Il faut vérifier l'accès en ligne auprès de l'université. Dernière chose aussi, c'est Google Books que j'ai évoqué. Donc là, voici Google Books, Google Livres. J'ai repris donc là le nom donc, du dernier ouvrage qu'a publié Oliver Sacks. On va donc rechercher cet ouvrage. On voit qu'il est présent. Alors celui-ci, il n'y a pas d'aperçu. Par contre là, celui-ci, on peut cliquer dessus. A priori, il y a un aperçu qui va être disponible. Et donc si je laisse tourner le logiciel, j'ai accès ici à une partie du texte de ce livre, ce qui est vraiment très, très pratique. Voilà, alors je vais revenir sur la carte mentale pour qu'on continue notre exploration. Et le point suivant sur lequel je voulais revenir, qui est aussi un point que j'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, c'est le fait qu'il est vraiment fondamental d'adopter un logiciel de bibliographie. C'est vraiment ce qui va permettre de gagner du temps. Et donc là, je vais évoquer Zotero. Donc un logiciel de bibliographie, c'est un logiciel qui va permettre de récupérer automatiquement des références de documents. Alors pour cela, la récupération va se faire sur le logiciel de navigateur web
donc il faut installer un plugin, ce qui se fait très, très simplement. Le logiciel de bibliographie va me permettre d'insérer automatiquement des références bibliographiques dans le texte que je vais écrire. Je vais pouvoir aussi insérer automatiquement la bibliographie à la fin et puis la mettre à jour au fur et à mesure des remaniements que je vais faire concernant ces références. Donc là aussi, ça suppose d'installer un plugin dans le logiciel de traitement de texte qu'on utilise. Bien sûr, on peut aller plus loin en consultant par exemple les tutoriels des bibliothèques universitaires. Je reviendrai sur ce point ensuite. Et on va tout de suite regarder à quoi ressemble Zotero. Donc voici Zotero. Donc ici, on a tout un ensemble d'auteurs qui sont présents. Ici, donc les titres. Et je vais retourner donc sur Psycinfo, où là finalement j'ai tout un tas de références sur Oliver Sacks et en fait je vais choisir d'ajouter une de ces références, la première par exemple, vers Zotero. Donc je vais ici sur cette icône, je clique dessus et je vais choisir le premier ouvrage et puis je vais dire OK et ça va l'ajouter à ma bibliothèque. Donc je vais aller ici, je vais retourner sur Zotero et là voilà, je vois que ça a été ajouté. Alors il faut vérifier, parfois il y a des erreurs qui se font, alors en général il y a pas trop d'erreurs avec Psycinfo, mais voilà, il y a les éléments ici qui sont rentrés. Alors parfois il y a des choses qui manquent qu'on peut rajouter. Enfin, en tout cas, une fois qu'on a vérifié ces éléments, et bien ça y est, la référence est présente. Alors on peut ajouter des notes, des marqueurs, donc des mots-clés, donc faire tout un tas de choses. Et bien sûr, on va pouvoir aussi ajouter donc automatiquement ces références dans un document texte. Donc ici sur LibreOffice Writer, eh bien, je peux choisir d'insérer avec ce petit bouton. Ici, ce sont les petits boutons de Zotero. Je peux cliquer donc ici sur ce bouton. Et je vais pouvoir ajouter une référence. Alors voilà, quand je clique dessus, voilà ce que ça me dit dans un premier temps. En fait, Zotero me demande quel type de normes je vais utiliser pour la bibliographie. Alors justement, c'est les normes APA qui sont sélectionnées, c'est en général celles qui sont assez souvent demandées, donc je vais les conserver sélectionnées. Donc voilà, je vais faire OK. Et je vais ajouter, donc je rappuie, alors pardon, non, c'était déjà ouvert, voilà. Ici, donc je vais pouvoir sélectionner ma référence bibliographique. Donc là, je vais taper donc Oliver Sacks. Je vais aller chercher le livre qu'on a saisi. Je clique dessus et la citation, alors j'ai cliqué un peu trop vite dessus, voilà, je fais entrer et voilà, la citation va s'ajouter. Une fois que j'ai cette citation, je peux avoir envie de faire la bibliographie, parce que je n'ai pas d'autres citations à ajouter. Donc, je vais cliquer ici sur l'ajout de la bibliographie. Et voilà, j'ai ma bibliographie qui s'ajoute. Alors, on peut noter aussi une chose, je vais ajouter d'autres références bibliographiques. Une autre référence, par exemple, de Oliver Sacks. Donc, à nouveau, je vais taper Sacks. Alors, oui, j'ai pas... je vais l'écrire, je vais prendre le temps de choisir une référence. Voilà, je vais par exemple ici choisir cet ouvrage-là sur une jambe. Et puis, peut-être que j'ai envie de citer une page particulière concernant cet ouvrage. Donc voilà, je vais, je sais pas, peut-être marquer page 50. Et puis, peut-être que j'ai envie d'ignorer l'auteur. Donc, je clique ici sur « Ignorer l'auteur » et je fais « Entrer ». Voilà, parce que parfois, on peut taper quelque chose. Voilà, par exemple, alors là, je vais sortir de la référence. Voilà, si j'écris selon Sacks, et donc, voilà, je vais le noter comme ceci. Puis bon, voilà, je vais poursuivre ensuite ce que je vais écrire. Alors, bon, des fois, il reste dans la sélection, mais... Voilà, je vais le faire comme ça. Hop. Donc, selon Sacks, donc 1987, page 50, et puis, etc., je peux ajouter ma bibliographie. Et donc là, voilà, on voit que ça m'a ajouté justement cette nouvelle citation à ma bibliographie qui apparaît ici. Donc, tout ça, ça se fait automatiquement. Donc, c'est réellement un gain de temps très important. Donc, c'est vrai qu'au départ, on peut se dire que ça demande quand même du temps pour maîtriser un logiciel, mais ça se fait vraiment très facilement et c'est vraiment fondamental ensuite le temps qu'on va gagner.
Alors, j'ai évoqué les tutoriels des universités, donc je vais revenir sur le site ici de mon université. On voit ici, il y a guide et tutoriels, on le retrouve pour la plupart des universités, donc il y a tout un tas de guides, et là j'ai des tutoriels, et j'ai notamment Prendre en main Zotero. Donc là on a vraiment tout un descriptif qui permet de prendre en main Zotero. Donc là ici c'est un tutoriel sous forme de PDF, il y a aussi des auto-formations qui existent, il y a tout un tas de vidéos qui permettent justement de s'approprier Zotero, et puis les bibliothèques en règle générale aussi proposent des formations sur place. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de moyens de s'approprier en fait ce logiciel. Alors je reviens sur la carte mentale, et j'ajoute un point aussi qui est important, qui va beaucoup aider aussi pour l'écriture du mémoire, c'est d'apprendre la dactylographie, à moins que ce ne soit déjà fait. En tout cas, ça peut parfois, on peut se dire que c'est compliqué, en fait c'est assez simple d'apprendre la dactylographie. Le tout c'est de bien placer ses doigts sur le clavier, donc il faut regarder un petit peu sur internet, voir comment on place les doigts, savoir avec quel doigt atteindre quelle touche, et puis ensuite il faut s'entraîner sans regarder le clavier à atteindre les différentes touches. Et vraiment le secret c'est de pratiquer au quotidien. En fait, dès qu'on a quoi que ce soit, n'importe quoi à écrire en fait avec un clavier d'ordinateur, il faut se forcer à ne pas regarder son clavier, donc il ne faut pas céder en fait à la facilité de regarder le clavier. Donc au départ c'est sûr que c'est laborieux, mais ça vient très, très rapidement, vraiment si on s'y tient quotidiennement. En un mois déjà on a énormément progressé, et très rapidement en fait les choses vont se faire naturellement, c'est-à-dire que nos doigts vont écrire sans qu'on ait vraiment plus besoin d'y penser. Alors il y a des logiciels aussi qui peuvent aider, je vais en évoquer un qui est Typing Club, pour l'avoir testé, un de mes enfants l'a testé, et l'effet a été plutôt concluant. Donc voilà, c'est un logiciel parmi d'autres qui permet de faciliter l'accès à la dactylographie. Alors, une fois qu'on a tous ces éléments en main, il me semble que c'est le moment en fait de se lancer dans l'écriture. Mais pour se lancer dans l'écriture, l'idéal c'est aussi d'utiliser tous les potentiels d'un logiciel de traitement de texte. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur le fait d'écrire, c'est que écrire, ça évite de rester dans le flou d'un projet. Ça va tout de suite commencer à rendre le projet plus concret, et parce que le projet est en train de se concrétiser à ce moment-là, ça va aussi rassurer. Donc ça c'est vraiment une chose importante. Alors comment débuter justement cette écriture? Même si bien sûr au départ on n'a pas tous les éléments en main, ce qui va aider déjà à organiser un petit peu les choses dans notre tête, c'est de construire la trame du mémoire. Alors pour construire cette trame, évidemment il faut respecter le formatage qui est demandé par l'institution, mais en tout cas on va voir un peu dans les grandes lignes comment, d'un point de vue pratico-pratique, construire cette trame du mémoire, et on va le faire avec LibreOffice Writer. Alors globalement, déjà pour se donner un peu une idée de la structure donc, du mémoire, je vais évoquer mais très succinctement le plan général. Je reviendrai plus en détail ensuite sur ce plan, juste pour voir un petit peu d'un point de vue vraiment technique comment on s'y prend. Donc globalement, un mémoire est constitué d'une page de garde où on va avoir tous les éléments classiques, nom d'institution, niveau de diplôme, le titre, l'année, etc. Je reviendrai plus en détail sur ces points. Ensuite, la page suivante, ça va correspondre au dos de la page de garde. C'est quelque chose qu'on veut garder vierge, il ne va rien avoir d'écrit dessus. Ensuite, la page suivante va être la page dédiée aux remerciements. La page qui va encore suivre, ça va être la page qui va être occupée pour une moitié par le résumé et quelques mots-clés. L'autre moitié de la page, ce sera à nouveau le résumé et les mots-clés, mais en anglais, donc l'abstract et les keywords. La page suivante, ça va correspondre à la table des matières. Globalement, en fait, toutes ces pages-là, c'est des pages où je n'ai pas besoin d'avoir de numérotation. Donc, en fait, c'est des pages auxquelles je vais attribuer dans mon logiciel de traitement de texte un style particulier. Je vais leur attribuer un style de page de type première page. Ensuite, toutes les pages qui vont suivre, ça va correspondre finalement un peu au cœur du mémoire, c'est-à-dire qu'on va trouver l'introduction du mémoire, ensuite le corps du travail, alors avec des plans qui vont être différents selon qu'il s'agit d'un mémoire de recherche ou d'un mémoire de stage par exemple, on va y revenir après.
On va avoir la conclusion générale du mémoire, la bibliographie, faite bien sûr avec Zotero, et puis les annexes. Toutes ces pages-là, je vais leur attribuer un autre style de page. Je ne vais pas être sur un style première page, mais je vais choisir le style de page par défaut. Et là, je vais pouvoir inscrire des numéros de page. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça, je vais peut-être juste revenir sur une dernière chose. Ensuite, on a le 4e de couverture. Parfois, ça dépend, on peut remettre le résumé, les mots-clés, et puis l'abstract et les keywords. Du coup, là, je vais redonner un style de page qui va être un style première page. Alors, juste pour revenir ensuite sur ce que l'on fait, il va être intéressant d'attribuer des titres de niveau 1, 2, 3 ou 4 au titre des différents paragraphes, que je vais ensuite pouvoir formater en me basant sur les demandes qui sont faites par l'institution. Ensuite, c'est important aussi, en tout cas moi c'est ce que je préfère, c'est avoir une numérotation hiérarchique des chapitres de type chapitre 1, c'est 1, le sous-chapitre ce sera 1.1, le sous-sous-chapitre ce sera 1.1.1. Voilà, ça permet de se retrouver facilement en fait dans les différents paragraphes. Et je vais aussi formater le texte que je vais écrire, je vais lui attribuer le style corps de texte que je n'oublierai pas de justifier. Alors tout ça, on peut se demander à quoi ça sert. Ça va permettre en fait d'avoir des titres qu'on va pouvoir utiliser pour générer de façon automatique la table des matières qui sera mise à jour à chaque fois qu'il y a des modifications. Donc on va voir un petit peu comment on s'y prend. Donc je vais basculer sur LibreOffice Writer. Alors je vais enlever tout ce qu'on avait mis ici et on va commencer donc par la page de garde. Donc dans la page de garde, on a dit on va mettre le nom de l'institution. On peut éventuellement rajouter le logo. J'ai oublié un T ici pour le nom d'institution. Alors pour ajouter le logo, je peux faire insertion, image, et là, voilà, je vais insérer ce logo. Alors quand j'insère comme ça un logo, ce qui est le plus simple pour qu'il ne se balade pas n'importe où, c'est de l'ancrer en choisissant encre comme caractère. Donc j'ai fait un clic droit, je choisis encre et je fais comme caractère, voilà, donc ça devient un caractère. Je peux un peu le réduire par exemple, et puis ce qui peut être aussi intéressant, c'est de compresser le logo en question. Alors je peux faire différents réglages, voilà, là il est compressé, sinon ça peut vite prendre de la place. Donc voilà le logo de l'institution si je souhaite le mettre. Ensuite on peut mettre le niveau de diplôme. Voilà, par exemple, une licence de biologie, d'histoire, enfin voilà, de ce qu'on veut. Ensuite, on va ajouter le titre du mémoire, qui, bien sûr, doit être le plus explicite possible. On peut ajouter donc son nom, son prénom et puis le numéro d'étudiant. On peut aussi nommer les personnes qui supervisent le travail et puis noter globalement l'année universitaire. Voilà, une fois que j'ai tous ces éléments, je vais pouvoir passer à la page suivante. Alors avant ça, plusieurs choses. Déjà, juste un élément, quelque chose qui peut être fait, qui peut être utilisé là sur la page de garde ou quand on a par exemple des images à introduire, c'est pour faciliter la mise en page d'utiliser le tableau. Là, si par exemple je veux mettre le nom de l'institution et le logo sur la même ligne, je peux donc aller dans le tableau et insérer un tableau. Je vais insérer un tableau qui est fait de 2 colonnes et d'une seule ligne. Alors je vais faire OK. Et voilà, je vais mettre le nom de l'institution ici dans cette première case. Et puis le logo, pareil, je fais CTRL-X, CTRL-V et je vais le coller ici. Et là, je peux ensuite, une fois que j'ai mon logo qui est ici, je peux le caler par exemple sur le bord. Bon, voilà, il y a différentes façons de faire. Alors là, on voit effectivement les traits autour du tableau. Après, si je vais dans Fichier aperçu, en fait, les traits ne vont pas apparaître. Ils étaient effectivement en grisé. Si je veux que les traits de contour du tableau apparaissent, alors je vais sélectionner mon tableau. Pour ça, je m'approche ici du côté gauche du tableau jusqu'à ce que ma souris se transforme en une petite flèche noire qui regarde vers la droite.
Je clique dessus, j'ai sélectionné mon tableau, je retourne dans le tableau, je vais dans Propriétés. Une fois dans Propriétés, voilà, là j'ai les différentes lignes. Si je veux que toutes les lignes soient marquées, je vais cliquer sur cette icône-là. Et je fais OK. Là, j'ai les lignes. Si je retourne dans Fichier aperçu, voilà ce que ça donne. Ici, j'ai un contour. Alors, je vais fermer l'aperçu. Bon, je peux refaire la même chose pour enlever le contour du tableau. Donc, à nouveau tableau, propriété. Et là, je clique sur ce bouton-là et je fais OK. Et à nouveau, les contours apparaissent en grisé, donc ils sont supprimés. Voilà. Bon, je vais sortir tout ça du tableau. Voilà le logo, je vais le replacer ici, je vais supprimer le tableau et voilà, alors je peux dispatcher un petit peu l'ensemble des éléments là sur la page. Alors je vais les centrer, je vais augmenter un petit peu la police, voilà, par exemple à 18. Ensuite on peut voilà, centrer l'ensemble. Par exemple, voilà, de cette manière. Voilà, donc je vais enregistrer là ce que je viens de faire. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va attribuer le statut de première page à cette page qui est une page de garde. Pour cela, je clique sur cette icône, style et formatage, qu'on retrouve aussi ici. Donc voilà, je vais le faire là, style et formatage, et puis je vais cliquer ici sur le bouton qui correspond au style de page. Donc là, je vois que j'ai plusieurs styles de page. Pour l'instant, je suis sur un style de page par défaut. Je vais lui attribuer un style de page première page, donc je clique 2 fois dessus, ça y est, ça a changé. J'ai un style de page première page. Donc voilà, très bien, je retourne ici sur mon document. Et là, je vais faire un saut de page particulier pour ce qui va être le dos de ma page de garde. Donc je vais dans Insertion et je vais ici dans Autre saut. Et je vais choisir Saut manuel. Et là, je vais faire un saut de page et je vais dire que je veux que la page suivante ait un style première page. Voilà, ici, je coche rien et je fais OK. Donc voilà, j'ai une deuxième page, là je suis dessus, je vois que c'est effectivement une page, une première page. Donc ici c'est le dos de la page de garde, donc je le laisse comme ça, avec rien de particulier dessus. Et puis je vais insérer à nouveau un autre saut de page, donc je vais à nouveau dans Autre saut, saut manuel, et à nouveau je veux que la page suivante ait le style première page. Donc je fais OK. Et là, cette page, ça va correspondre donc à mes remerciements. Donc je vais écrire ici remerciements. Voilà, il me le propose. On peut mettre un R majuscule ici à remerciements. Très bien. Voilà, donc là je pourrais effectivement écrire les remerciements concernant les personnes qui m'auront aidé dans mon travail. Et puis je vais à nouveau faire un saut manuel, donc insertion, autre saut, saut manuel. À nouveau je vais prendre une page de style première page. Et cette fois-ci, après les remerciements, je vais ici noter, résumer en titre. Et puis, voilà, un peu plus bas, je mettrai les mots-clés. Voilà, on peut, pourquoi pas, les souligner, voire éventuellement les mettre en gras. Et puis, voilà, je vais continuer. Donc, même chose, mais en anglais, abstract. Et puis, on va noter ici keywords. Pareil, on peut les souligner. Donc, je sélectionne et je fais CTRL U pour souligner. Voilà, etc. Donc, voilà, je suis toujours sur un style première page. Donc, tout marche bien. Je vais à nouveau faire un saut manuel. Alors, oui, juste ici, je vais remettre les éléments. Ces éléments-là, voilà, sur le côté, éventuellement, keywords et puis mots-clés. Et voilà, je me place ici, à nouveau, insertion, autre saut, saut manuel, et je vais remettre à nouveau une page de style première page, OK. Et cette fois-ci, donc, c'est ce qui va correspondre à la table des matières ici. Table des matières.
très bien. Donc ensuite, je vais à nouveau faire un saut de page, mais cette fois-ci, la page que je vais ajouter, ça va être une page qui ne va pas avoir le style première page. Donc je vais en autre saut, saut manuel. Là, je veux insérer une page qui va avoir le style de page par défaut. Et puis là, je vais cocher modifier le numéro de page et je veux que le numéro commence à 1. Donc je vais faire OK. Et là, voilà, je suis sur une page qui a effectivement le style de page par défaut. Donc dans cette page, sur cette page, je vais pouvoir mettre tout un tas d'éléments. Donc on va retrouver ce qu'on a évoqué précédemment. Je vais revenir juste un instant sur voilà, la carte mentale. On en est ici. Là, on a construit toutes ces pages. Donc je vais noter introduction générale, corps du travail, conclusion, bibliographie, annexe. Donc voilà, on va le faire ici. Donc là, je vais revenir sur ici, voilà, l'écriture sur le côté. Donc voilà, introduction. Ensuite, on a donc la partie qui correspond au corps du travail. Donc je vais noter ici corps du travail. Ensuite, on va avoir donc notre conclusion. Après la conclusion, on va retrouver donc alors je vais remettre un espace, la bibliographie. Et puis après notre bibliographie, eh bien, on va placer les annexes. Je vérifie si je n'oublie rien. D'ailleurs, j'ai mis des espaces, on va les enlever. Voilà, c'est pas spécialement nécessaire. Voilà, donc je ne vais pas mettre le quatrième de couverture. Voilà, donc on a bien l'introduction générale, le corps du travail, la conclusion, la bibliographie et les annexes. Donc je reviens là-dessus et donc voilà, on a tous les éléments qui sont là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que justement sur ce type de page, je vais insérer des numéros de page. Alors pour insérer les numéros de page, je vais les mettre en bas. Je vais dans insertion, là je vais choisir en tête et pied de page. Et puis là, je vais aller dans les pieds de page. Et alors, je ne souhaite pas que ce soit la même chose partout. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est d'en insérer un de pied de page, juste sur les pages qui ont le style de page par défaut. Donc, je clique ici. Voilà, j'ai mon pied de page qui s'est inséré. Et donc, voilà, mon curseur est dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais insérer les mots de page. Donc, je vais dans les numéros de page. Donc, je vais dans insertion. Et je vais ici dans numéro de page, et donc ça y est, voilà, j'ai mes numéros de page, je vais les centrer. Alors on peut les mettre d'un côté ou de l'autre, moi j'aime bien les centrer parce que comme ça, il n'y a pas besoin de gérer les questions de page paire, page impaire, pour que ça apparaisse toujours au bon endroit de la page quand on feuillette ensuite le mémoire. Et donc, on peut vérifier en faisant un aperçu. Voilà, voir si, voilà, là j'ai un numéro de page, donc c'est la page 1, c'est parfait. Et puis avant, voilà, donc là j'ai d'ailleurs il m'a collé une page vide, mais globalement, voilà, avant il n'y a pas de numéro de page. Donc voilà quelques éléments réalisés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer des styles, notamment des styles de titres. Ici, mon introduction, en fait, je veux que ce soit un titre de niveau 1. Donc, je vais aller ici, dans style de paragraphe, et je vais choisir ici titre 1. Le corps de travail, ça va aussi être un titre 1. La conclusion, c'est aussi un titre 1, donc je fais encore la même chose. La bibliographie, c'est pareil, c'est un titre 1. Et puis les annexes, c'est pareil, c'est aussi un titre 1. Alors, dans le corps du travail, je vais aussi avoir des sous-parties. Dans le corps du travail, je vais avoir tout un tas d'éléments. On va marquer voilà, titre 2. Ensuite, peut-être que je vais avoir un titre 3, puis à nouveau un titre de niveau 2. Je vais même se rajouter là un titre 3. Je marque 2 et 3 parce que c'est les niveaux là qu'on va considérer. Voilà, titre 3 ici, puis pourquoi pas un titre 4. Alors voilà, je vais zoomer un peu parce que je ne vois pas grand chose sur ce que
ce que j'écris. Et donc là, je vais affecter d'autres titres. Donc titre 2, je vais effectivement ajouter un titre de niveau 2. Titre 3, un titre de niveau 3. Ici, on est à nouveau sur un titre 3. Ici, c'est encore un niveau de titre 2, donc je fais la même chose. Ici, niveau de titre 3. Ici, un titre 4. Et puis, pourquoi pas, on va remettre ici un autre titre 4 qu'on va faire. Voilà, ici. Voilà, donc j'ai mes différents titres. Alors, je sais que l'introduction, c'est un niveau de titre qui est un titre 1. C'est la même chose pour le corps de travail, c'est la même chose pour la conclusion, pour la bibliographie et puis pour les annexes. Voilà, donc je vais noter ici titre 1. Voilà, donc j'ai choisi les différents titres. Alors, je vais les formater. Pour les formater, en fait, on voit qu'ils apparaissent aussi ici. Hein. Si je reclique là, ça disparaît. Je reclique ici donc sur ce bouton qui correspond au style et formatage. Et là, j'ai le titre 1. Si je veux le modifier, je me mets dessus. Je fais un clic droit et je vais sur Modifier. Alors, je vais le modifier. Globalement, la taille de police qu'on demande pour un mémoire, c'est 12. Alors, on peut la mettre plus grande pour des titres, mais enfin, il vaut mieux éviter parce que ça prend de la place. Donc, voilà, je vais choisir une taille de police à 12. Alors, les retraits et espacements, il faut les régler. Là, je vais tous les mettre à 0, ici, au-dessus et en dessous du paragraphe. Et puis, moi, il y a une chose que j'aime bien faire. Alors là aussi, il faut se conformer aux demandes de l'institution. Mais souvent, voilà, je mets un soulignage de type simple. Alors, je fais appliquer ou directement OK. Et voilà, j'ai mes titres de niveau 1 qui ont changé. Alors, je vais faire pareil pour le titre 2. Voilà, voici le titre 2 qui est sélectionné. Je vais le modifier. Clic droit, modifier. Pareil, je vais choisir une police de taille 12. On va mettre, pour les retraits et espacements, pareil, on va mettre 0 et puis au-dessus et 0 en dessous du paragraphe. Et puis, effet de caractère, là aussi, moi je le fais comme ça, mais après, il faut se conformer aux demandes de l'institution. Je vais mettre des tirets. Je vais refaire, voilà, appliquer et OK. Et là, voilà, j'ai mon titre de niveau 2 qui a changé. J'en avais deux, j'avais celui-ci, ils ont changé tous les deux. Titre de niveau 3, à nouveau, je fais la même chose. Je l'ai sélectionné. Là, je clique à droite, je clique sur Modifier. À nouveau, je vais choisir une police de taille 12. Les retraits et espacements, à nouveau, je les mets à 0, mais une fois de plus, j'insiste sur le fait qu'il faut les régler. Et puis, effet de caractère, je vais laisser tel que c'est. Voilà, appliquer OK. Donc voilà, j'ai mes titres 3 ici. Et puis, alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on les voit mieux. Et puis, pour les titres 4, je vais juste, donc même principe, je vais dessus, je fais un clic droit, je vais juste modifier la taille de la police que je vais mettre à 12 et les retraits et espacements que je vais à nouveau mettre à 0. Voilà, je vais faire appliquer et OK. Alors, une remarque aussi, là, quand j'étais sur les curseurs sans avoir modifié en fait le document, j'étais sur le style de paragraphe par défaut que je retrouve noté ici. En fait, si je me place sur un titre et que je fais entrer pour passer à la ligne, là, je passe sur le corps de texte. Donc, effectivement, à chaque fois que je vais écrire avec un style de type corps de texte. Donc, je vais l'attribuer ici et ça va être, voilà, corps de texte. Voilà, à chaque fois que je vais écrire, ça va être le style corps de texte. Alors, je vais le modifier, parce que là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce style, alors je vérifie la police, je suis bien à 12, retrait et espacement, alors là, l'interligne, je vais l'augmenter un peu, parce que globalement, ce qu'on va demander en général dans un mémoire, c'est d'avoir un interligne de 1,5, voire un interligne double. Après, là encore, ça dépend. Donc voilà, je vais le mettre à 1,5. Et je vais aller sur alignement et je vais justifier le texte. Vous voyez ce que ça donne. Quand ce n'est pas justifié, les lignes s'écrivent, mais ici, tout n'est pas aligné sur la partie droite de la page. En général, on demande à ce que le texte soit justifié. Alors après, on peut aussi faire un retrait sur la première ligne, etc. Là, on va s'en tenir à ces éléments. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, ici, j'ai mes différents textes. Donc c'est pour ça qu'il faut régler aussi les espaces au-dessus, en dessous, pour que tout se tienne relativement bien. Mais voilà, là j'ai tous mes titres. Je vais remettre des espaces comme ça pour mieux les visualiser les uns les autres. Voilà, donc on a tous nos titres. Alors je vais sauvegarder ce qu'on vient de faire.
Alors, je vais rajouter aussi des attributions de style pour la table des matières. Là, je vais lui attribuer un style de sous-titre. Alors, voilà, le sous-titre, donc pareil, le sous-titre, on peut le modifier. Je vais faire un peu de la même façon, mais là aussi, après, c'est des réglages vraiment à faire. Donc voilà, on va se mettre, mettons, en 14 points. Ici, retrait et espacement, à nouveau, je vais le mettre à 0 et voilà, on va faire appliquer OK. Donc table des matières, je vais faire pareil pour le résumé, je vais lui attribuer un style de sous-titre, l'abstract c'est pareil, sous-titre, et puis je vais faire la même chose pour les remerciements, le style sous-titre. Voilà, après c'est ma page, le dos de la page de garde. Donc voilà, on a ici tous les éléments. Là je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que j'ai une taille de police qui est un petit peu grande. D'ailleurs, je vais attribuer ici le style corps de texte. Et puis pareil, ici, on va remettre aussi un style. Alors, je vais tout de suite enlever des espaces, sinon il va y en avoir un petit peu trop. Et ici, c'est un style corps de texte qu'on va appliquer. Voilà, donc ce que ça donne ici. Alors ici je vais remettre corps de texte. Voilà. Donc voilà, tout le document est prêt à présent. Donc on va pouvoir, donc là aussi pour les remerciements, on peut tout de suite attribuer le style corps de texte, comme ça quand on va écrire ce sera adapté. Et puis bon, pour la table des matières, pendant qu'on y est, on va faire la même chose, corps de texte. Voilà, donc là j'ai vraiment tous les éléments qui sont présents. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attribuer finalement les numéros en fait aux différents titres. Alors pour cela, je vais dans Outils, numérotation des chapitres. Voilà, je suis là dans la numérotation. Parfois ça s'ouvre, on est sur position, donc je choisis bien numérotation ici. Et puis pour le titre de niveau 1, je vais choisir d'avoir un nombre devant. Donc là, pour l'instant, quand on voit le titre 1, il n'y a rien devant. Je veux un nombre, le voici. Je vais faire la même chose pour le titre numéro 2. Je veux un nombre. Alors par contre, je ne veux pas que ce soit un seul nombre, je veux qu'il y ait les sous-niveaux. Donc je vais ajouter le sous-niveau, ce soit le titre 1.1. Pour le titre 3, je vais faire pareil. Je vais ajouter ici 1, 2, 3 et puis je vais ajouter les sous-niveaux. Là, c'est le troisième sous-niveau. Et pour le titre 4, à nouveau, je fais la même chose et je vais ajouter voilà, le sous-niveau. Je fais OK. Et j'ai ici donc les numéros de mes, la numérotation hiérarchique en fait de mes têtes de paragraphes. Donc 1, 2, ensuite 2.1, voilà les titres 3 ici. On retourne sur un titre 2, titre 3, les titres 4 hiérarchiquement en dessous et ainsi de suite. Alors, à quoi ça sert de faire tout ça? Eh bien, l'intérêt, c'est que ça va permettre de générer automatiquement une table des matières. Donc, c'est vrai que tout ça, ça peut sembler un peu long, mais voilà, ça va vraiment faire gagner beaucoup de temps à la fin. Donc là, pour insérer la table des matières, je vais mettre dans la partie, justement, table des matières, et je vais choisir Insertion. Je vais choisir voilà, table des matières et index. Je vais choisir table des matières, index ou bibliographie. Je clique dessus. Alors là, donc j'ai un titre. Alors je crois pas. Ouais, je peux pas tellement le bouger là. Il y a un problème avec mon écran. Bon, peu importe. Là, en fait, le titre, je vais l'enlever puisque je l'ai déjà écrit. Et puis je vais simplement faire OK. Je vois d'ailleurs un peu ce que ça donne. Voilà, OK. Et je retrouve ici tous les éléments. Donc l'introduction, le corps du travail, tous les titres là qu'on a utilisés, conclusion, bibliographie, annexe. Alors ça, c'est généré automatiquement. Et puis si je retourne là-dessus, voilà, si je fais des modifications. Ici, voilà, modification, par exemple, voilà, modification à ce niveau-là. Je vais modifier aussi ce titre-là, modification également. Je vais modifier cet autre titre, modification, et ainsi de suite. Voilà, on va le faire pareil pour la conclusion. Et bien ensuite, toutes ces modifications, je n'ai pas à les reporter manuellement. En fait, il suffit que je fasse un clic droit et je fais mettre à jour l'index et ça y est, j'ai les modifications ici qui apparaissent. Donc ça permet vraiment en fait de se dégager l'esprit une fois que tout ça est fait, de pouvoir vraiment se concentrer sur l'écriture du mémoire.
Donc, alors bien sûr, hein, après, il faut supprimer tout ça puis mettre les titres adéquats, mais en tout cas, voilà, on a vraiment toute la trame. Et donc, je vais revenir un petit peu sur le plan qu'on va utiliser. On va donc rebasculer sur la carte mentale que voici. Alors, ce que j'évoquais pour la partie centrale en fait du mémoire, c'est que cette partie donc va comporter une introduction, comme son nom l'indique. L'introduction introduit le travail, donc on va présenter dans cette introduction nos objectifs, souligner nos motivations, nos attentes, nos questionnements, on va énoncer la problématique et puis on souligne aussi l'originalité. Ensuite, le corps du travail, ce qu'on va utiliser comme plan va dépendre du type de mémoire. Si par exemple on réalise un mémoire de recherche, le plan qui va me servir de guide, qui est utilisé dans la plupart des articles scientifiques comme guide, c'est le plan IMRED, on dit aussi IMRAD, ça veut dire introduction, méthodologie, résultat et discussion ou end si on utilise l'anglais. Donc, alors c'est un plan guide, hein, et en règle générale, dans un mémoire, souvent il y a effectivement une introduction générale qui introduit l'ensemble du travail, et puis donc le I du IMRED, en fait, ça correspond finalement à un ensemble de plusieurs choses. Ça va être la revue de littérature, hein, qui est un peu le cadre théorique de la problématique, où on va citer un certain nombre d'éléments qu'on va articuler de façon logique, si bien que lorsque le lecteur en fait va lire cette revue de littérature, il va presque lui-même être en mesure de formuler la problématique et les hypothèses cliniques. Donc voilà, dans un article classique, on trouve problématiques et hypothèses qui sont dans l'introduction. Souvent, on va avoir donc des paragraphes dédiés dans un mémoire. Alors ensuite, il y a la partie méthodologie. Alors c'est un peu la recette de cuisine, hein. Ça veut dire que si j'ai la recette des éclairs au chocolat, par exemple, je vais pouvoir faire chez moi des éclairs au chocolat. Là, en fait, c'est un peu la recette technique qui va me permettre de reproduire à nouveau la recherche. Donc on va y décrire un certain nombre d'éléments, la population, avec les critères d'inclusion, d'exclusion, le matériel utilisé, les techniques, les protocoles expérimentaux, les procédures, bref, on va vraiment placer ici tout ce qui va permettre de reproduire la recherche. Ensuite, on va évoquer on va avoir la partie résultats qu'on va présenter de façon ordonnée sans les interpréter, puisque l'interprétation des résultats va se faire dans la discussion. Alors, en règle générale, dans la discussion, on va redonner la problématique, les hypothèses de départ. On va un peu montrer en quoi les résultats obtenus vont permettre de retenir ou de ne pas retenir nos hypothèses. On peut aussi comparer les résultats obtenus avec les résultats d'autres travaux. On peut avancer des explications qui permettent éventuellement de comprendre un petit peu les mécanismes qui sous-tendent les résultats. C'est l'occasion aussi de revenir sur la pertinence du travail, sur les difficultés rencontrées, sur les limites de la recherche, sur ses intérêts aussi, et puis bien sûr d'ouvrir sur des recherches futures, des recherches qu'on pourrait envisager, et on peut aussi en profiter pour formuler des conseils en fait dans cette partie. Alors, si on fait non pas un mémoire de recherche mais un mémoire de stage, globalement là j'ai remis introduction générale parce que globalement effectivement c'est dans l'introduction générale qu'on va présenter les éléments introductifs du mémoire de stage et puis on va pas spécifiquement y revenir ensuite. Donc en gros on va dire pourquoi on a choisi ce type de stage, ce lieu de stage, quelles sont nos motivations, nos attentes, nos interrogations, nos questionnements de départ. Alors, là aussi on va avoir une problématique en fait de départ. Dans la partie suivante, on va présenter un peu le lieu de stage, donc l'institution. Alors, ça peut être intéressant de resituer un petit peu brièvement le contexte historique de l'institution, d'évoquer son organisation, voilà tout ce qui concerne globalement l'institution. Ensuite, on va s'intéresser à présenter en fait l'exercice du professionnel qu'on va suivre en fait, ou des professionnels qu'on va suivre. Donc, qu'est-ce que fait la personne dans l'exercice de son métier, quelles sont ses tâches, ses responsabilités, etc. Et puis ensuite, on va avoir toute une partie qui va être vraiment centrée sur nous, hein, donc nous en tant que stagiaires, donc notre rôle, notre place dans l'institution, comment on s'est positionné, comment notre intégration s'est faite, comment on a vécu tous ces éléments. On peut aussi évoquer bien sûr les difficultés qui sont rencontrées. Et puis ensuite on va conclure, ce qui rejoint en fait la conclusion en fait générale, puisque dans cette conclusion on va éventuellement apporter des réponses à nos questionnements de départ. On va revenir sur nos attentes pour souligner le fait que le stage a pu y répondre ou ne pas y répondre. On peut parler des ajustements qu'on a développés, des connaissances qu'on a pu acquérir sur le lieu
de notre stage. Voilà, on va évoquer tous ces éléments. Alors, une chose aussi intéressante à souligner, c'est que dans un mémoire de stage, ça peut être assez intéressant de présenter des vignettes cliniques qui vont rendre en fait le propos plus vivant et qui vont aussi permettre d'étayer les différents éléments qui sont énoncés. Voilà, alors si je reviens sur la suite, donc conclusion générale, bon là pour le mémoire de stage, hein, comme je le dis, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer. Donc pour un mémoire de recherche, on peut effectivement donner une conclusion très générale au travail qui va à nouveau résumer le travail, donc qui fait à nouveau le bilan et qui va bien sûr ouvrir sur l'avenir, sur des nouveaux travaux, donc en générant en posant de nouvelles questions, en évoquant diverses perspectives. Ensuite, c'est la partie donc bibliographie qu'on réalise avec Zotero en un simple clic. Et puis, il y a toute la partie qui concerne les annexes. Dans les annexes, on va trouver des éléments qu'on ne va pas placer dans le texte, mais que le lecteur peut avoir envie de consulter. Ça peut être des tests qu'on utilise, ça peut être le détail d'une technique, ça peut être un verbatim, ça peut être aussi des acronymes qui vont être utilisés. Par exemple, si on parle de bibliothèque universitaire, on peut mettre entre parenthèses BU, et puis après, on pourra se contenter d'écrire BU. Ça peut être intéressant d'avoir dans les annexes une annexe qui présente justement tous les acronymes. Voilà, et puis comme on l'a dit, on peut mettre une quatrième de couverture et remettre dessus donc le résumé, les mots-clés, puis l'abstract et les keywords. Voilà pour donc la trame du mémoire. Alors bien sûr, ensuite, il va falloir écrire, et on peut se demander mais comment s'y prendre finalement pour écrire. Une chose qui est vraiment importante, c'est, il me semble, en fait, d'écrire tout de suite. En fait, d'écrire un peu tout le temps, enfin, en tout cas, quand on est devant son ordinateur ou quand on a de quoi prendre des notes. Enfin, en tout cas, voilà, il faut écrire un peu les choses comme elles viennent. C'est tout ce qu'on va penser, ce qu'on va lire, ce qu'on va entendre, ce qu'on va observer, ce qu'on va ressentir. En fait, tout ce qui nous habite et qui concerne notre mémoire, on va l'écrire. Ça permettra de ne pas l'oublier. Et peu importe comment on l'écrit, comme je le disais, il faut écrire les choses comme elles viennent. On remettra le tout en forme plus tard. Bien sûr, si la trame est construite, j'ai mis un R au lieu d'un T, si la trame de notre mémoire est construite, eh bien, on peut en profiter pour placer les notes qu'on va produire dans le paragraphe adéquat. Après, ce qui va aider aussi, c'est de mettre éventuellement des couleurs pour les différentes notes qu'on va prendre pour pouvoir se repérer. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser une formulation simple, des phrases simples et précises de type sujet, verbe, complément. Il faut bien avoir en tête que le but, c'est d'être compris. On n'est pas en train d'écrire un roman, donc le mieux, c'est d'utiliser des mots simples. Et quand il y a des mots techniques, c'est important de les définir toujours dans cette idée d'être compris par le lecteur. On préférera les formulations affirmatives aux formulations négatives, qu'on évitera. On évite les répétitions. Pour ça, c'est intéressant d'utiliser un dictionnaire des synonymes. On peut par exemple utiliser le site web du Centre national de ressources textuelles et lexicales, le CNRTL, qui dispose d'un tel dictionnaire. Les idées qu'on avance, il faut bien sûr toujours aussi les articuler de façon logique et toujours simple. Et puis bien sûr, tout ce qu'on écrit, on peut le tester à l'oral. Et je m'appuie sur ce que disait Boileau. Il disait, c'est une chose que j'évoque souvent, il disait, voilà, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc à partir du moment où ce qu'on a écrit passe bien à l'oral, on peut se dire que ça se tient. Et puis l'idéal aussi, c'est de le tester auprès de quelqu'un, éventuellement un novice qui n'y connaît rien. Si la personne nous comprend, c'est que ce que l'on dit est clair. Alors, est-ce qu'on écrit en utilisant « je » La plupart du temps, le mémoire, on va l'écrire seul. Donc, a priori, on peut se dire que c'est le « je » qu'on va utiliser. Mais dans la plupart des cas, c'est le « nous » qu'on utilise, ce qu'on appelle le « nous » de modestie. Alors, il n'empêche qu'on peut très bien utiliser le « je ». Parfois aussi, on peut même utiliser un petit peu les deux, selon le type d'écrit qu'on produit dans les différentes parties du mémoire. L'important, c'est toujours de se conformer aux exigences de l'institution. Alors bien sûr, il ne faut pas hésiter à utiliser le correcteur de l'orthographe et de la grammaire, ce que d'ailleurs je n'ai pas fait ici puisque on a vu une faute d'orthographe plus haut, peu importe. Et puis bien sûr, il faut se relire régulièrement, s'autocritiquer, il ne faut pas hésiter à remanier les paragraphes, voire à supprimer les paragraphes. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, le mémoire, il apparaît linéaire, mais le travail, la réalisation du mémoire n'est pas linéaire, c'est dynamique.
dynamique, ça va évoluer au fur et à mesure de notre parcours. Alors une chose qui est importante, c'est aussi de penser à faire des sauvegardes du document au fur et à mesure qu'on va remanier le document, parce que on va effacer parfois certains paragraphes, et un paragraphe qu'on a effacé à un moment donné, on a peut-être envie de le retrouver, donc si on a fait des sauvegardes avant d'effacer des grandes parties de ce qu'on a écrit, ça permet de retrouver ces éléments supprimés. Alors, je vais évoquer un autre élément parce qu'en règle générale, l'institution va demander ce qu'on appelle un pré-projet avant la rédaction du mémoire, pour s'assurer que la personne est sur le bon chemin pour la réalisation de son mémoire. Donc c'est vrai que j'aurais pu en parler initialement, mais finalement, avec tout ce qu'on a fait précédemment, le pré-projet commence déjà à s'organiser. Donc c'est donc un élément qui est en général demandé par l'institution, qui va formaliser le projet. Donc pour un mémoire de recherche, le pré-projet va présenter la thématique. Alors évidemment, tout ça, ça suppose d'avoir déjà réfléchi au mémoire, d'avoir déjà commencé à s'imprégner de la littérature scientifique. Donc finalement, tout ce qu'on a fait avant, c'est ce qui va mener à ce pré-projet. Et une fois qu'on l'aura rédigé, on va vraiment se lancer en fait dans le cœur du travail. Donc pour un mémoire de recherche, on va présenter la thématique, la problématique, les hypothèses, les arguments de la littérature sur lesquels s'étayent la problématique et les hypothèses. On va évoquer aussi les grands points, les grands titres de la revue littérature. On va présenter la méthodologie et puis on va aussi mettre dans ce pré-projet finalement les références bibliographiques qu'on a consultées. C'est la même chose pour un mémoire de stage, ça va formaliser en fait le stage qu'on va faire, donc on peut replacer dans ce pré-projet de stage les dates du stage, le lieu du stage, qu'on va décrire de façon assez succincte, on va donner les coordonnées du lieu, on va parler aussi de l'encadrement, notamment donner les coordonnées de la personne qui encadre, un peu ce qu'elle fait dans l'institution, ainsi de suite. On va bien sûr aussi redonner nos motivations, nos attentes, nos objectifs, nos questionnements, et on va aussi citer quelques références bibliographiques, les références sur lesquelles qu'on a commencé à parcourir, sur lesquelles on va aussi s'appuyer pour ensuite rédiger notre mémoire de stage. Nous sommes arrivés un peu au terme de cette vidéo, et donc je vais simplement souligner une chose. Tout le travail qu'on a fait, vous pouvez donc le télécharger sur mon site pour avoir le document déjà formaté, mais par contre bien sûr ce qui est important, même si on ne le fait pas et que vous utilisez déjà ce document préformaté, c'est d'en comprendre les tenants et les aboutissants, et j'espère que cela a été clair dans la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir dans votre travail de réalisation de ce mémoire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.